Donc je disais, je suis de famille de. Donc, il y a des Gouélo, comme on dit en Poitou, c'est un gars du pays. Et donc, je suis originaire du Portrieux. Donc, premier métier, marin pêcheur. Ensuite, marin de commerce. Et puis, quand la marine marchande a commencé à péricliter, pour arriver au conteneur, il a fallu s'adapter. Et là, c'était le moment, j'étais encore jeune, c'était le moment de mettre sac à terre si on voulait trouver du travail. Alors, la tradition maritime dans le pays Gouélo, c'est pas par hasard, mais disons, parmi toutes les familles du Gouélo qu'on a pu connaître, et moi j'en ai connu pas mal, et d'autres en ont connu, que ce soit au Légué, que ce soit à Binic, que ce soit au Portrieux ou que ce soit à Paimpol ou ailleurs, on a tous des antécédents, ça remonte assez loin. Pour vous donner une idée, moi j'ai donc été marin de commerce et marin pêcheur. Donc mon arrière-grand-père aurait dû, mon grand-père du moins aurait dû faire Islande, mais il y a eu tellement de morts dans la famille que à un moment sa mère lui a dit tu n'iras pas naviguer, tu vas rester avec moi pour élever tes sœurs. Elle avait effectivement perdu son père. Alors c'était la famille Lamy, je dirais pour préciser. Les Lamy, c'est pareil, on remonte dans le temps, on les retrouve sur 4 ou 5 générations, jusque 1500 et quelques, tous marins depuis longtemps. Et donc Lucie Lamy, qui était donc mon arrière-grand-père, avait dit à mon grand-père, qui m'a élevé par la suite, tu n'iras pas naviguer, quoi. Alors, son père, c'était Jean-Marie Botrel. Jean-Marie Botrel était capitaine, maître au cabotage, qui naviguait sur cette goélette, là, la Mouette, inscrite à Binic, dont l'armateur était Victor Véry, qui était maire de Plélo, qui était négociant en vin et qui était entre autres investisseur à Islande. Et donc à Islande, alors pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Islande, ça payait mieux que la banque, tout simplement. En prenant des parts sur les bateaux, c'était plus confortable pour les armateurs que de mettre de l'argent à la banque. Bon, les grandes familles, vous les avez connues, que ce soit ici j'ai la liste des armateurs du Légué, d'ailleurs. Bon, ici au Légué, il y en avait quand même quelques-uns. Moi, j'ai ici les noms, je les ai relevés. Donc, on avait de la Ville-Ferron, de Saint-Jouan, Guibert et Corbel, Roëlan, Alnou, Sébert-Aîné, Bernard et Floch, Marie Le Pomelec, et puis le vicomte Alain. Oui, Alain Le Gallès de Mésobrande. Oui. Voilà, bon, donc il y en avait quand même pas mal. Alors le Légué a une grosse intériorité puisqu'on a retrouvé, notamment un bateau du Légué, c'est vers 1500 et quelques, la Grande Fantaisie, et c'était un bateau du Légué qui était déjà à Terre-Neuve à cette époque-là, quoi. Alors voilà. Et donc, pour ce qui est de ma famille, pour dire les choses, moi j'avais mon grand-père paternel était capitaine, il a fait 2 fois le Cap Horn, et il a navigué au cabotage, il a fait toutes sortes de navigations, et il a fini par racheter un bateau pour ses vieux jours qui s'appelait comme par hasard le Grand Légion, et qui était le bateau pilote du Portrieux, qu'il avait racheté à François Fleury. Donc voilà, un de plus, quoi. Après, quand on remonte autour des Botrel et des Lamy, on retrouve encore des commandants partout, des capitaines partout. Du côté de ma femme, c'est pareil. Quand on fouille un petit peu, donc Martine, ma femme, est originaire du Légué, ici dessous la tour. Et donc on retrouve je ne sais combien de générations, puisque oui, 1500, 1700, tout ça, tout le monde faisait Islande, tout le monde faisait ou Islande, ou Terre-Neuve, ou la marine marchande, ou autre chose. Ton père a fait lui, dans la Royale, il était dans les sous-marins, donc il a fait la guerre, il a fait tout ça. Alors, toujours des marins. Donc, on peut donc penser que quelque part, il y a une situation dans le Gouélo qui, depuis longtemps, amène les gens à travailler avec la mer. Alors, moi, j'ai un peu fouillé l'histoire pour comprendre tout ça. Et si on remonte au niveau de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, c'est 476. Quand on est vers 450, bon, on ne va pas remonter plus loin parce qu'après, ça devient compliqué.
il y a un général lorsque comment, Rome a été saccagée, soit dit par les barbares. Les barbares étaient des gens qui avaient passé le Lym et qui arrivaient d'Europe centrale. C'était des Germains. Et les barbares, en faisant leur boulot, voulaient détruire Rome. Et pour empêcher de détruire Rome, il y a un général romain qui était remonté en Grande-Bretagne pour aller chercher des légions celtiques, en quelque sorte, pour délivrer Rome. Et ils sont passés, pour avoir une idée au niveau de la mer, ils sont passés par la baie de la Somme. Donc par Saint-Valéry, le Crotoy, tout ça, ils ont embarqué par là. Et ils ont débarqué par la rivière. Et le hasard, je fais une parenthèse en passant, Guillaume le Conquérant, quand il est parti pour la bataille d'Hastings, il a démarré dans ce secteur-là aussi. Donc on était à nouveau dans des passages maritimes connus, et les gens qui sont venus de Grande-Bretagne sont arrivés donc par la baie de la Somme. Ils ont longé la côte pour descendre par la région de Lisieux, le Cotentin, tout ça, et puis ils sont arrivés progressivement par chez nous. Mais ils n'étaient pas perdus puisque c'était les mêmes populations celtiques et qui provenaient d'un ancien pays dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle la Domnonée, qui était en fait une région celtique qui prenait l'Angleterre pratiquement jusqu'au mur d'Adrien et qui prenait la partie nord des Côtes d'Armor, qui s'appelait la Domnonée, et qui était ce qu'on appelait des Anglo-Bretons. Donc rien à voir avec la culture française ou autre chose. C'était vraiment des gens anglo-bretons qui évoluaient très facilement des Côtes d'Armor, alors les Côtes d'Armor d'aujourd'hui, la partie nord de la Bretagne, pour aller là-bas où il y avait des possessions. Et on le retrouve d'ailleurs par exemple pour Cinqué, le village de Cinqué. Il y a aussi Cinqué en Cornouailles-Britannique, dans ces coins-là. Donc cette vieille civilisation celtique amenait les gens à être en permanence sur la mer pour évoluer dans un secteur qu'ils connaissaient, qui était cette Domnonée qui est citée, qui est connue, mais dont on ne parle plus aujourd'hui. Alors après ça, l'histoire continue. On a eu l'arrivée des princes et des rois de Bretagne, des ducs de Bretagne et tout ça. Et puis peu à peu, on a eu des événements, notamment la bataille d'Hastings. Et là, Guillaume le Conquérant, les Bretons, qui étaient tous du coin ici, sont partis à la bataille d'Hastings avec Guillaume le Conquérant et ont eu des récompenses à la fin de la guerre, puisque quand il est devenu roi d'Angleterre, et ces récompenses, c'était la validation des anciens territoires de la Domnonée, ça remontait jusqu'à York à peu près, où il y avait des possessions, lesquelles possessions ont été ensuite validées lorsqu'il y a eu la création de l'abbaye de Beauport. Donc tout ça se recoupe. Alors les prémontrés, les prémontrés, on arrive maintenant à cette période-là. Les prémontrés venaient de l'abbaye de la Lucerne. L'abbaye de la Lucerne, c'est la Normandie. Et l'abbaye de Beauport a hérité des prémontrés, enfin a choisi les prémontrés c'est donc Alain de Guello, fils d'Henri de Guello, comte de Bretagne, qui a décidé de faire appel aux prémontrés pour ne pas être prisonnier des papes, ou pas trop facilement. Il n'a pas voulu mélanger les évêchés, si on veut, c'est pas vraiment les papes, il n'a pas voulu mélanger les évêchés d'obédience catholique avec les chanoines des prémontrés et d'autres ordres pour garder une certaine indépendance. En prenant les prémontrés, ça lui permettait de pouvoir retrouver les possessions d'Angleterre, donc la Domnonée toujours, on repart là-bas, et ces possessions étaient légitimes au regard des conventions qui étaient passées après la bataille d'Hastings et donc après le nouveau roi d'Angleterre. Après ça, il y a eu des mariages, il y a eu toutes sortes de choses, et sont arrivés sur le plateau à ce moment-là la descendance de Guillaume le Conquérant, et très vite on arrive au roi d'Angleterre, donc à Henri II, qui se marie avec Aliénor d'Aquitaine, et là on arrive avec les Plantagenets.
et les Plantagenets deviennent une énorme famille. L'Empire Plantagenet était immense, puisqu'il prenait une partie des anciennes possessions celtiques, il prenait également une partie de la France, plus une partie de l'Espagne, puisque la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, c'était Blanche de Castille, quoi. Enfin, la descendance de Blanche de Castille, puisque sur la fin de sa vie, elle est allée faire un voyage là-bas pour s'occuper de sa petite fille, quoi. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il y avait donc, on avait une coutume de voyage au travers de la mer qui était constante. Alors, si les mouvements politiques et les mouvements économiques traversent la mer pour vivre, survivre ou faire leurs affaires, il est bien évident qu'on n'est pas sans faire du commerce et sans faire toutes sortes de choses. Alors, on se rend compte que l'évolution ici, avec la Domnée, donc avec l'Angleterre, c'est supposé des voyages permanents, quoi. Alors, on a d'autres exemples comme ça. Quand on arrive après vers l'époque un peu plus lointaine, après, là, je saute un trou pour faire un parallèle. C'est l'histoire de Jacques Coeur à Bourges, le palais Jacques Coeur à Bourges, qui est un magnifique palais Renaissance. Je ne sais pas si vous êtes passé à Bourges, mais c'est de toute beauté, le palais Renaissance. Eh bien, Jacques Coeur a été quelqu'un qui a fait du commerce maritime avec les pays du Levant, commerce des étoffes, de ça, peut-être aussi des épices, je ne sais pas trop. Et il était donc argentier de Charles VII, et il a fait du commerce à tel point qu'il a monté une grosse richesse, une grosse fortune, au point que Charles VII lui a demandé un jour, mais est-ce que vous pourriez m'aider à financer la guerre contre les Anglais, quoi. Puis il lui a dit, bah oui, pourquoi pas, quoi. Et là, Charles VII s'est dit, c'est pas possible, il a piqué dans la caisse, sinon il serait pas riche à ce point-là, quoi. Et donc, à ce moment-là, il l'a mis en doute, il l'a accusé, et puis il l'a notamment accusé d'avoir empoisonné la favorite du roi, qui était, ça y est, le nom qui m'échappe, mais c'est pas grave. Et donc, il s'est avéré 4 ou 5 ans après que c'était pas vrai, donc il a été réhabilité, mais en attendant, il avait monté une énorme fortune autour de Bourges. Et quand on voit que Magellan a découvert le passage de Magellan vers 1500 et quelques, en 1450, notre ami Jacques Coeur, qui était à Bourges et qui n'était pas apparemment sur un port maritime, eh bien, avait déjà découvert les routes maritimes par le biais des Florentins, par le financement par le biais des Médicis, et puis les pays du Levant. Et il suivait les anciennes routes, qui étaient les routes qui avaient été prises par les croisades avec Malte et Saint-Jean d'Acre. Donc en fait, les voies maritimes, et il y avait des gens du Goëlo qui étaient dedans. Et là, on revient maintenant un peu en arrière. Quand on arrive à Philippe Auguste, l'époque de Philippe Auguste, eh bien, on avait à ce moment-là des gens qui étaient allés aux croisades, même avant, qui étaient notamment Alain de Goëlo et Pierre de Dreux, Pierre Mauclerc, avaient été ensemble. Ça, c'est l'époque de Philippe Auguste. Ils étaient ensemble aux croisades. Donc les routes maritimes, les gens du Goëlo, Alain de Goëlo, qui était comte de Bretagne, il a bien fallu qu'ils prennent le bateau. Et ils n'étaient pas sans nouer des relations et connaître des gens en cours de route, quoi. Et c'est un peu l'histoire, donc cette histoire du Goëlo. En plus, on a un deuxième aspect. Alors, je saute un peu pour faire les comparaisons. L'épaisseur de la terre qu'il y a sur le haut des falaises, à la pointe de Minard, à la pointe de Billefot, tout ça, il y a très peu de terre. C'est pas avec ça qu'on peut cultiver et nourrir les familles. Alors, donc, fallait bien trouver en mer ce qu'on n'avait pas à terre. Et au fil des siècles, ça a été une constante. On a toujours eu ce problème. L'ancien maire de Plouha, qui s'appelait Jean-Claude Le Guen, qui est décédé aujourd'hui, que je connaissais bien, je lui avais dit, dis donc Jean-Claude, lui dit, tu sais, la vocation maritime des Bretons dont parlent beaucoup de gens dans les villes, je dis, j'y crois pas beaucoup. Et il me dit, ah bon, ouais. Il me dit, et pourquoi? Je lui dis, parce que, je dis, entre la route, quand on va de Saint-Brieuc à Paimpol, la route du bord de mer qui suit toute la côte, il dit, entre cette route et la falaise, il n'y a rien à gratter. Je dis, il n'y a pas de terre, ou pratiquement pas. Et si pour des petites cultures courantes, mais si on veut nourrir des populations, ça ne suffit pas.
Et donc, je dis, si les gens allaient en mer, eh ben, c'est pas par vocation maritime, c'est parce qu'il fallait bouffer. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand on avait... Alors, il me dit, bah oui, il me dit, je suis d'accord avec toi, je vais même te donner un exemple. Il me dit mon arrière-grand-oncle, qui avait une ferme, et puis 7 ou 8 gosses, eh ben, il s'en sortait pas, il n'arrivait pas, il voyait bien qu'il avait beau travailler, il nourrissait pas bien sa famille. Et ben, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embarqué pour faire Terre-Neuve. Et puis au bout de pas mal de campagnes, il a réussi à accumuler un pécule. Et puis avec ça, il s'est acheté une petite ferme. Mais il a été l'acheter dans une autre zone un peu plus loin. Et c'est là on découvre les terres du Goëlo. Il l'a acheté entre le Lef et le Trieux, où on a des terres plus profondes et plus humides. Et donc le Goëlo, quand on part de Les Trieux, on suit le Trieux, et à un moment on prend le Lef. Et on arrive ici, on arrive jusqu'au Bouette, par les limites du comté de Goëlo. On arrive dans le pays des Comtes d'Avaugour un peu plus loin, donc les Idimes et tous ces coins-là. Et ce secteur-là, c'est ce qu'on appelle le Goëlo maritime, donc le Goëlan Nord. Et entre le Lef et le Trieux, on est sur le Goëlan Ouate, qui est des terres plus profondes, exemple comme le Vicomte, le Skifiec, tout ça, on est sur des terres différentes. Et où là, on peut un peu cultiver, d'ailleurs aujourd'hui, il y a toujours un peu plus d'agriculture dans ce cas-là qu'ici en bord de côte, où on a aussi l'activité touristique. Il n'y a pas forcément là-bas. L'activité touristique, là, il y a beaucoup à dire sur l'activité touristique. Il y a peut-être encore beaucoup à faire. Et voilà, donc notre Goëlo, c'est ça. Alors, à partir de Philippe Auguste et un petit peu après, le Goëlo se lance. Donc le Goëlo pratiquait le commerce maritime, c'est connu un peu partout en Bretagne, mais le Goëlo le faisait sans problème. On arrive à l'époque, sous Louis XIV, des compagnies des Indes. Les compagnies des Indes, à nouveau, on retrouve encore des activités maritimes qui là sont favorisées, je dirais, par la noblesse d'Europe, qui bénéficie des prérogatives du roi, ce qui dérange quelque peu la bourgeoisie affairiste, qui elle veut faire des affaires, mais n'a pas accès à une certaine économie qui fait partie des faveurs du roi. Et donc quand arrive la Révolution, on peut penser que la bourgeoisie affairiste a vu d'un bon œil la noblesse d'Europe se faire restreindre ses initiatives, perdre les faveurs du roi, et puis remise en cause des biens acquis par la Révolution. Et donc ceux qui ont réussi à passer la Révolution sans perdre la tête ou la fortune, se sont reconvertis à la sortie eux-mêmes en négoce, en marchand d'affaires, en toutes sortes de choses. Et on retrouve dans ces familles-là, dans les armateurs notamment, qui ont fait Island et Terre-Neuve, on les retrouve, ils ont réinvesti. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de comptabilité aussi précise que maintenant, mais il y avait quand même pas mal de choses. Donc ils investissaient dans tous ces milieux maritimes, parce que là, l'argent circulait pas mal, il y avait des affaires à faire. Donc on voit que la vocation maritime du Goëlo n'a jamais cessé, et la plupart des marins, quand on regarde les embarquements pour Terre-Neuve, la construction d'Amérique au XIXe siècle, moi j'ai le frère de ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Jean de Wellick, son frère Alphonse Wellick, qui était capitaine de long cours à la compagnie Borg. Et puis son père, donc mon grand-père en fait, son oncle, était lui capitaine de long cours aussi, qui n'a pas poursuivi le cap-port, mais qui a fait beaucoup de cabotage international. Donc on retrouve encore toujours ces activités, là, ça n'a jamais cessé, quoi. Et quand les périodes d'Islande et Terre-Neuve sont arrivées, bah, sur le temps, puisque ça remonte à peu près à 1550-1600, quand on a eu un moment à Portrieux, j'ai retrouvé les frères Lemay, qui avaient le manoir des Fontaines à Portrieux, avaient un édit de Louis XIV qui permettait aux frères Lemay d'embaucher en priorité les marins de saké, même s'ils faisaient la pêche,
on les a embarqués de bon gré mal gré, il fallait qu'ils y aillent, moyennant paiement bien sûr, il les a embarqués en priorité pour la compagnie des Indes. Ce qui fait que quelquefois, pour la pêche, c'était pas facile, pour trouver des équipages. Ah, voilà, alors je ne sais pas si de votre côté vous avez d'autres informations, parce que ce qu'on fait là, c'est une causerie. Hein. Moi, je ne suis pas un académicien de quoi que ce soit, rien du tout. Hein. Je suis un gars du pays comme tout le monde. Et si de votre côté vous avez dans vos familles des choses comme ça, c'est intéressant. Ça nous intéresse tous de le savoir, parce que cette histoire des goélos est tellement étonnante et puis tellement constante depuis des siècles. Et aujourd'hui, ben, ça continue. Bon, moi-même, j'ai continué, et tout le monde continue. Je vois là-bas, il y a un bateau, je ne sais pas si vous le connaissez, le Vincel, qui est là, qui est un bateau qui vient d'être mis à flot. La maquette est arrivée ces jours-ci. Et bien, c'est le bateau de mes enfants. Donc, l'activité chocolat, grain sel, tout bio, zéro CO2, navigation internationale, au long cours, avec un équipage. Et ben c'est le dernier bateau, ça c'est un bateau de 55 mètres, de 350 tonnes de charge, zéro CO2, zéro gasoil. Donc l'équipée et puis la tradition maritime, ben, elle se poursuit, elle continue, et donc on peut encore aujourd'hui, dans l'activité maritime, créer de l'activité, en vivre, et puis la perpétuer. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors autrement, on avait sur les goélettes, on embarquait du cidre, parce qu'ici on n'avait pas d'eau, et on n'avait pas de. Enfin, il n'y avait pas d'eau, parce que l'eau courait dans les fûts, on n'avait pas de bière, on n'avait pas de vin. Et l'eau, quand on met de l'eau dans un fût qui sort dans la cale, 15 jours après, il commence à pourrir, c'est pas terrible. Alors les anciens disaient aux jeunes, si tu ne mets pas un peu d'eau de vie dans ton eau, ça ne va pas le faire. Et donc, le goélo, au travers de l'activité maritime, a développé la plantation des pommiers. Et en fait, on retrouve bien ce qu'on disait, il n'y avait pas beaucoup de terre sur les falaises, mais on avait des conditions géologiques et climatiques exceptionnelles pour faire de la production fruitière. Et comme on n'avait pas de vin, qu'on n'avait pas de bière et que l'eau pourrissait dans les fûts, eh ben, on avait une matière première disponible, c'était les pommes, et on faisait du cidre avec. Alors on va faire des chiffres pour comprendre un petit peu. Une goélette, c'est 25 hommes, qui part pendant 6 mois, 180 jours. 180 multiplié par 25, ça fait 4500. Donc, on embarquait dans la cambuse 4500 litres de cidre. Et ça faisait 1 litre par jour et par bonhomme. Mais on emmenait aussi de l'eau de vie parce que c'était de l'eau de survie. Il faut bien le comprendre comme ça. L'eau de vie, à ce moment-là, n'avait pas la connotation négative qu'on lui attribue aujourd'hui. Et l'eau de vie était donc nécessaire en tant que eau de vie de survie dans les conditions abominables où étaient les marins. Quand on faisait Terre-Neuve ou quand on faisait Islande, surtout Islande, c'était très dur puisqu'on était toujours à bord. À Islande, on pêchait à la dérive en mettant en fuite sous le vent. Donc on mettait pas sac à terre, donc on pouvait pas rentrer à pied là. C'était donc à Islande, les gars, ils avaient donc leur ration d'eau de vie. Et quand on fait le total du goélo, de la population du goélo, alors Bréa, jusqu'ici, jusqu'au Gouette, sous le pont, là, Guingamp en arrière, plus le secteur des Comtes d'Avaugour. Ce grand goélo, là, on a estimé qu'il devait consommer, alors sur les bateaux, quand il partait 200 goélettes, il y avait automatiquement 900 000 litres de cidre qui étaient embarqués. On en embarquait aussi pour Terre-Neuve. On en embarquait aussi pour le Cap Horn pendant quelques temps. Donc, on peut penser et il y avait la population à terre qui consommait du cidre. Entre 2 500 000 litres et 3 500 000 litres, c'est tout à fait possible. C'est pas facile de faire le compte, mais on a retrouvé des archives où la commune de Saint-Quay était au début du XXe siècle sous les pommiers. C'est quand le terme pèse lourd, quoi. Et on a connu, moi j'ai connu étant petit,
entre l'entrée à Saint-Quer dans l'étable et la sortie en allant sur Tréveneuc-Paimpol, c'était des vergers d'un bout à l'autre sur toute la longueur, quoi. Il y avait les pommiers partout. Et les pommiers alors dans les petites fermes où il n'y avait pas beaucoup d'argent, les pommiers étaient intéressants parce que comme il y avait beaucoup de cidre et beaucoup de demandes, les pommiers permettaient aussi de payer la Saint-Michel. Comme les terres étaient souvent à des bourgeois du coin ou de l'ancienne noblesse, c'était un moyen de disposer de sa terre, de payer sa Saint-Michel et puis de continuer, quoi. Alors voilà. Alors après, les eaux de vie, qu'est-ce que c'était comme eau de vie? L'eau de vie s'appelait le Boujaron. Alors, j'en ai amené une bouteille là. Le Boujaron, c'est un terme. Alors, le mot Boujaron, on ne sait pas trop d'où il vient. On n'a pas réussi à le décoder, on n'a pas réussi à trouver une étymologie. C'est un peu comme le mot Tagarin, les habitants des tables. On en est encore à se demander d'où ça vient, on n'a pas trouvé. Il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de certitude. Et le Boujaron, en ce moment-là, c'était les eaux de vie qu'on embarquait à bord, qui étaient toujours des eaux de vie, comment on dirait, administratives et réglementaires, qui étaient gérées par les douanes. Parce que comme elles étaient consommées à l'international, elles étaient hors droit, hors taxe, embarquées à bord. Ces eaux de vie, comment c'était compté? Le Boujaron, c'est une mesure qui faisait 6 centilitres, un 16e de litre, donc grosso modo 6 centilitres. Et le Boujaron, on avait droit au Boujaron. Ici à Saint-Brieuc, il y avait un capitaine, il s'appelait Romain Désury, une famille Désury qui existe toujours, qui est connue à Saint-Brieuc. Romain Désury, quand il y a eu l'exposition Le temps de l'absence par le conseil régional, il y avait une vitrine sécurisée et dans cette vitrine, il y avait un livre qui était ouvert du capitaine Romain Désury et notamment les doses de Boujaron et un Boujaron authentique qui était là dans la vitrine. Et je me suis penché pour voir ce que c'était et j'ai retrouvé dans le livre, c'était en 1850. Dans ce livre-là, il y avait exactement les doses que j'ai toujours entendu raconter, moi et d'autres, c'est-à-dire un Boujaron avant de prendre le car le matin entre 3h30 et 5h30, un Boujaron à la sortie du car, 3 bordées de car, donc 6 et 6, 12, 3 x 12, 36. On arrive à 36 centilitres d'eau de vie par jour à laquelle avaient droit les marins. Mais tout le monde ne la consommait pas. Et quand on fait le bilan, ils embarquaient 1200, 1500 litres d'eau de vie. Quand on divise par 6 mois et le nombre de bonhommes, on n'arrive pas à faire ça. Donc, on arrive à peu près à 20-25 centilitres. Ça veut dire que tout le monde n'en consommait pas, mais certains gardaient leur provision d'eau de vie pour échanger à terre avec les Islandais au mois de mai dans la baie de Patreksfjord lorsqu'il y avait le transfert des premières pêches sur les navires chasseurs qui repartaient vendre la morue à Bègue et à Marseille, quoi. Donc l'eau de vie servait aussi de monnaie d'échange pour avoir des vêtements en laine de mouton, puisque les Islandais avaient de la laine là-bas. Et par contre, les Islandais n'avaient rien qui poussait dans les champs pour faire du liquide pour le distiller. Donc l'eau de vie pour eux était quelque chose de nouveau qu'ils appréciaient également, quoi. Et puis on profitait quand on était dans la baie de Patreksfjord pour faire un petit peu laver un peu de linge à l'eau chaude qui était là, et puis aussi aller faire un tour à terre. L'escale, c'était au mois de mai, ça dure à peu près 8 jours, le temps de mettre tout ça en ordre et faire le transbordement. Alors le transbordement, c'est deux goélettes qui se mettaient à coupe avec un navire chasseur. On chargeait les morues dedans et puis ils repartaient. Alors le navire chasseur, il amenait des nouvelles, il réapprovisionnait en matériel quand il y avait des avaries, quand il y avait toutes sortes de choses comme ça. Et puis il repartait pour vendre la morue. Il descendait souvent à Bègue. Quelquefois, il allait plus loin, à Marseille. En remontant de Marseille, il prenait du sel à Cadix. Une goélette pour une campagne consomme environ 130 tonnes de sel, quoi. Donc on reprenait du sel à Cadix. Si on avait passé à Cadix, on en prenait à Saint-Martin-de-Ré. Et en passant à Saint-Martin-de-Ré, on pouvait passer commande des eaux de vie pour la campagne suivante. Donc on a notamment
une facture qui relate comment Marie Carpentran qui fait une commande à Léon Martin à Cognac pour lors du passage d'une goélette, elle lui demande ses meilleurs prix pour prévoir l'approvisionnement en eau de vie, sa goélette passant par là en même temps, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc, et la vie du goélo, c'est s'organiser toujours autour de la mer. C'est le thème de notre échange, mais c'était ça en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la mer. La mer était toujours dans nos activités. Même si la terre a été utilisée, il y avait toujours la mer quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu toute l'histoire. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des anecdotes à nous faire part. Mais c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, ça continue et on n'a pas tout fini. Bon, le CEVA à Pleubian, avec les algues, fait aussi un excellent travail. Bon, bah, c'est pareil, c'est toujours en relation avec la mer. Alors la pêche, c'est vrai que la pêche, ça diminue un peu. Ben, là, il va peut-être falloir se poser des questions pour que le goélo continue à vivre, parce que c'est pas tout simple. Alors autrement, on a eu une grosse opportunité dans le Goëlo. Et là, je fais un retour sur l'histoire. Il y a un moment, lorsqu'il y a eu la mort de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion est mort, il a été blessé par un carreau d'arbalète au château de Chalus. Et donc, il est mort. Sa dépouille est aujourd'hui à Fontevraud, là, avec ses parents, Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Et Richard Cœur de Lion étant mort, c'est son frère Jean Santerre qui a pris la couronne d'Angleterre. Alors, vous allez voir le rapport avec le Goëlo. Et là, Jean Santerre s'est aperçu d'une chose, c'est que Godefroy de Plantagenet était marié avec Constance de Bretagne, qui était la duchesse de Bretagne. Ils ont eu un fils, qui s'appelait Arthur. Quand les parents, Godefroy de Plantagenet et sa femme, seraient décédés, Richard Cœur de Lion n'étant plus là, Arthur de Bretagne se trouvait être l'héritier de l'Empire Plantagenet. Et là, Jean Santerre a compris qu'il pouvait perdre gros. Et Philippe Auguste s'en est rendu compte aussi. Et Philippe Auguste avait un cousinage assez éloigné avec les Plantagenets, mais il existait quand même. Donc le Goëlo, à ce moment-là, était en situation de devenir l'héritier de l'Empire Plantagenet, Arthur, qui, en se mariant avec la personne adéquate, eh ben, c'en était fait, et le Goëlo devenait héritier de tout ça. C'était considérable, quoi. Et ça a fait peur à pas mal de gens, notamment à Philippe Auguste. Alors Jean Santerre a eu peur également, et il a monté, parce que Jean Santerre ne s'embarrassait pas des principes, hein, il a monté un projet d'attentat pour attenter à la vie d'Arthur de Bretagne, et notamment envisager de l'énucléer tout simplement pour qu'il ne puisse pas se reproduire. Ça va jusque-là, quoi. C'est quand même un peu gros, quoi. Alors apparemment, il n'a pas réussi à le faire, mais il a essayé d'attenter à sa vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est Philippe Auguste, qui, voyant que le Goëlo pouvait avoir une situation prépondérante, oui, Alain de Goëlo, c'est ça. Donc, Alain de Goëlo, là, on passe en même temps par l'abbaye de Beauport. Alain de Goëlo, qui a créé l'abbaye de Beauport en 1202 ou 4, devait marier son fils donc Henri, parce qu'il y avait le père s'appelait Henri, le grand-père s'appelait Henri, Alain l'autre, et le petit-fils qui était jeune à ce moment-là s'appelait également Henri. Il allait être marié avec Alix de Bretagne, qui était la fille du duc de Bretagne, et donc prendre la tête de la Bretagne.
Voyant ça, Philippe Auguste a promis à Alain de Guello avant qu'il meure que ça se passerait comme ça. Et dès qu'Alain de Guello est mort, il est revenu sur sa parole. Il a changé de jeu et il a marié Alix de Bretagne. Il a fait marier Alix de Bretagne à Pierre Mauclerc, donc Pierre de Dreux, qui était son cousin. Du coup, il a réussi à avoir la main sur la direction du duché de Bretagne par le biais de ça. Et donc, Alain de Guello, donc Henri de Guello, son fils, s'est trouvé dépossédé de la direction de la gestion de la Bretagne et s'est trouvé réduit. Il a perdu en même temps le Penthièvre et il s'est trouvé réduit à la seigneurie du Guello en devenant fils du comte du Guello, mais il était pratiquement plus rien, quoi. Alors, il s'est par contre marié en échange avec Marguerite de Mayenne en 1238. Et l'île de la Comtesse à Cinqué, c'est la dot de Marguerite de Mayenne, attribuée par son mari, Henri de Guello, c'est ça. Henri de Guello, donc, a offert l'île de la Comtesse et les terres environnantes à Marguerite de Mayenne en 1238. Donc les gens en Cinqué se posent la question, qu'est-ce que c'est que l'île de la Comtesse? Où est-ce qu'il y a une comtesse là-dedans? Ben voilà l'histoire. Donc on voit que entre Guillaume le Conquérant et la conquête de la bataille d'Hastings où il y avait les gens du Guello, on voit qu'après les Plantagenets, on voit les croisades, on voit tout ça. Et en fait, les gens du Guello étaient partout. Et ils étaient toujours sur la mer en train de faire des allers-retours à droite à gauche, quoi. Et donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait une histoire qui soit peuplée d'affaires maritimes. On n'a vécu que de ça pendant des siècles. Alors, donc, Jean-Paul ici, qui est un ami, très cher ami, on se connaît depuis longtemps. Jean-Paul est descendant de ces gens du Guello, donc de Louis Véry, qui ont été les grands armateurs, de Binic notamment, et donc dont un des membres de la famille, Victor Véry, était l'armateur de mon arrière-grand-père, avec la goélette La Mouette. Et puis une autre goélette, alors ça c'est un détail en passant, ça c'était une goélette qui s'appelle l'Augustine. Elle s'appelait l'Augustine parce que c'était le prénom de mon arrière-grand-mère, Augustine Lamy. Et cette goélette est intéressante parce que c'est une goélette un peu, on retrouve un peu le style de gréement des goélettes très basses sur l'eau, type Pride of Baltimore, qui étaient les goélettes de l'indépendance américaine. Donc, très bonne dans le petit temps, double hunier, et surtout, ici, il n'y a pas de guille, quoi. Donc, on peut penser que cette voile, la misaine, était maillée, était grillée à la façon d'un génois. Donc, ce qui permettait, quand on était en pêche à Islande, d'avoir la main rapide sur la position de la voile. En cas de coup de vent, à Islande, les coups de vent arrivent toujours très vite. Si on était grillé à la façon d'un génois, on pouvait larguer les coudes ou raidir les coudes, c'était très rapide, quoi. Et rester en pêche quand même, quoi. Et l'Augustine, malheureusement, a fait un naufrage en 1882. Elle a été complètement dématée. Le Talben à l'arrière, ici, s'est ouvert. La cale à sel a été inondée. Les mâts ont été cassés. Et puis, ils sont restés 4 ou 5 jours à la dérive dans la brume. Personne ne les trouvait, personne ne les voyait. Et donc, ils étaient perdus. Et ils pompaient pour maintenir à flot l'épave. Jusqu'au moment où une goélette de Paimpol est passée par là et qui est tombée dessus par hasard. Et tout le monde a embarqué sur la goélette de Paimpol. Et puis, dès que tout le monde a eu fini de passer dessus, le bateau a coulé à pic. Ouais. Ben, ça, c'est les histoires du Guello, quoi. Et ouais. Et dans les histoires, ça c'était pour ça, mais on avait également, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du Cap Horn. Alors j'ai ici un livre que vous pouvez peut-être encore trouver, ce qui est pas évident, les grands caporniers français. C'est écrit c'est un très bel ouvrage qui est fait par Brigitte et Yvonique Lecotte, qui sont originaires, qui habitent à Plédel, donc en plein Guello. Là-dessus, ce sont des rapports de navigation avec les photos des bateaux.
L'AICH, c'est l'Association internationale des caporniers qui a clôturé son existence en 2006 parce qu'il n'y avait plus de capitaine capornier ayant fait le caporne à la voile. Donc, l'association a été clôturée par un monsieur qui est de ma famille d'ailleurs, qui s'appelait André Le Walic, qui lui était un civil, c'était un docteur. Et il était le fils d'Alphonse Le Walic, qui était le frère de ma grand-mère, un des derniers caporniers à la voile. Et ça a été clôturé en 2006. Et Yvonique Lecoat et son épouse ont repris en fait l'affaire pour perpétuer la mémoire des capitaines en cours du Cap Horn. Donc, je disais, ils ont clôturé ça, ils ont repris. Alors, en fait, c'est une association très intéressante parce que vous avez dessus des rapports, j'en ai un ici, des rapports de communication, capitaine de long cours, et on raconte par le biais des livres de bord, les accidents de mer, les difficultés, les tempêtes, toutes ces choses-là, qu'on peut consulter. Il suffit d'adhérer à l'association. La suite avec nos enfants, la maquette derrière, le deuxième bateau. La suite est là. Grand bonheur aussi. Nos enfants sont devenus armateurs. Et donc, ce sont sans doute des bateaux d'avenir parce qu'il y a zéro CO2 dessus. Le premier bateau, il est à Saint-Malo en ce moment. Notamment parce que les Saint-Malo possèdent des structures qui permettent d'isoler les cargaisons qui sont biologiques, pour qu'elles ne soient pas mélangées avec des cargaisons non biologiques. Donc Saint-Nazaire, c'est ce statut-là, et Saint-Malo a aussi ce statut-là maintenant. Très bien, merci. Donc, merci à Jacques et Anne Marot pour leur intervention. Merci également pour les interventions du public. Vous pouvez l'applaudir.